Salut, c'est Thomas Roth. Il y a des notions qui semblent évidentes, des éléments de notre environnement qui paraissent complètement acquis et sur lesquels il ne serait donc pas besoin de revenir, c'est réglé, c'est compris, c'est la base. Et pourtant, on se retrouve parfois tout de même contraint de reprendre les choses au début. Par exemple, lorsque sur une grande radio nationale, on entend au détour d'une interview matinale des considérations un poil aberrantes sur la question du consentement. Des arguments du genre « Aujourd'hui, avec tout le battage qu'on fait sur le respect des envies et des désirs de son ou sa partenaire, on va finir par assassiner la drague, la séduction et se retrouver à devoir signer un formulaire avant de se livrer au moindre ébat. » Cette façon de voir les choses, à la limite du grand classique « on peut plus rien dire, on peut plus rien faire », elle nous a donné envie de consacrer un peu de temps à la question du consentement. Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. J'ai aucun problème avec la galanterie. Dans votre livre. Si, relisez-vous. Non. Je vous cite. Tenir la porte, céder la banquette au restaurant, porter la valise, c'est projeter la femme dans un rapport sexualisé où elle serait fragile et démunie quant à la force physique, au nom de quoi les femmes auraient-elles besoin d'être aidées, voire secourues. C'est vrai ? Pourquoi une jeune femme... C'est un principe de politesse Alors, si et de c'est un civilité. Ce qui est troublant à vous lire, mais peut-être qu'on s'est trompé, c'est qu'on pourrait penser que tous les hommes sont coupables et toutes les femmes sont des victimes. Vous allez plus loin, vous dites une femme qui est passive ou qui ne bouge pas pendant l'acte sexuel, c'est quasiment du viol. Non, j'ai dit qu'elle ne consent pas. Donc est-ce que ça fait de l'homme un violeur pour autant ? Et vous dites donc, Yvan Jablonka, qu'il faut réitérer sans cesse le consentement. Merci encore. Cette notion de consentement, elle est justement au cœur d'un livre paru cette année, Trouble, au pluriel, dans le consentement. C'est paru aux éditions François Bourin, c'est signé par Alexia Bouchery, elle est chercheuse en sociologie, militante queer. Et vous l'aurez compris, c'est notre invitée aujourd'hui. Pour démarrer notre discussion, j'ai voulu revenir avec elle sur un élément assez saisissant qu'on trouve au début de son livre. L'idée selon laquelle, alors qu'on nous en vante les mérites et les succès depuis près de 50 ans, la célèbre révolution sexuelle n'a pas eu lieu. On est sur quelque chose où tout le monde dit maintenant la sexualité est complètement libre, on est libre de... d'aimer qui on veut, de comme on veut. Exactement, ouais. Alors du coup on se rend compte que c'est pas vrai, notamment quand on voit toutes les violences encore LGBTQ-phobes qui existent, mais aussi sur cette question-là précise du consentement, on se rend compte que cette idée selon laquelle maintenant tout un chacun et chacune peut donner son consentement de manière libre et éclairée, du coup dans le livre on voit qu'il y a encore des rapports de pouvoir qui existent, qui ne sont plus officiels mais qui demeurent officieux en fait. Vous avez utilisé ce terme libre et éclairé, il est important, on le retrouve plusieurs fois dans le livre parce que c'est en gros la définition juridique, en tout cas technique, de ce qu'est censé être le consentement. Même si assez rapidement quand on lit votre livre on comprend que du point de vue du droit notamment, ça n'est pas aussi clair que ça. Alors, libre et éclairé, c'est pas du tout indiqué dans la loi, oui. Mais on va retrouver par exemple cette notion de libre et éclairé dans le droit civil, plutôt concernant les échanges de marchandises, des choses comme ça. Sauf que dans le code pénal, non, c'est pas du tout noté, mais c'est ce qu'on sous-entend en disant que ce qui n'est pas du consentement, c'est ce qui est du viol, et le viol, par contre, là, c'est quand c'est contraint, explicitement contraint. Donc voilà, il y a d'un côté cette idée que toute la sexualité qui va être explicitement contrainte, là, c'est pas bon, c'est du viol. Et par contre, tout ce qui n'est pas contraint, finalement, tout ce qui n'est pas en tout cas contraint explicitement, et là, on va considérer que c'est du consentement libre et éclairé. Or, non. On se rend bien compte que... que parfois on peut se contraindre, on peut s'auto-contraindre, ou alors il peut y avoir de la contrainte implicite dans les relations humaines. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été théorisé ce consentement ? Est-ce qu'il devrait être théorisé d'ailleurs ? Juridiquement, je veux dire. Parce que, alors ça c'est moi qui avance ça, mais le droit est là pour réguler la violence. Oui. Le droit est là pour ça, c'est pour réguler la violence dans une société qu'on veut égalitaire et qu'on veut pacifier, en fait. Et du coup, c'est pour ça que le consentement reste régulé par les rapports qui vont être explicitement violents. C'est-à-dire qu'on ne le voit que du point de vue de l'agression. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment cette image-là que la victime doit avoir des marques physiques sur le corps, qu'elle doit être marquée aussi psychiquement. Et le droit n'a pas du tout pris en compte justement tous ces rapports de pouvoir implicites qu'il peut y avoir. Voilà, donc est-ce que c'est son rôle de prendre en compte ces rapports de pouvoir-là ou pas ?
Ça, je sais pas, mais en tout cas, il ne le fait pas actuellement. Il ne le fait pas et il est quelque part le miroir de notre société qui, elle, ne le fait pas non plus. Ce travail de prise en compte, on va dire, du consentement, au-delà, effectivement, du rapport binaire entre oui, non, c'est ce que vous décrivez très bien. C'est-à-dire qu'on le voit encore, ce consentement, comme étant, en gros, la réponse à une question très fermée. C'est oui ou non, il n'y a que ça comme alternative. Alors qu'en fait, ce que vous montrez, c'est qu'il y a un ensemble de possibilités qui font que c'est une notion bien plus trouble, pour reprendre le titre de votre livre. C'est ça, et puis encore faut-il que la question soit posée. C'est ça. Et souvent, on se rend compte que même s'il y a quand même, on voit quand même émerger justement ces questions de zone grise, c'est un terme qui est quand même... qui commence à s'installer depuis quelques années. Ouais. Depuis, j'ai l'impression, les affaires MeToo et Balance ton port, ça c'est quelque chose on a commencé à plus s'interroger là-dessus. Mais oui, on reste dans quelque chose de très archaïque, dans le sens où il ne faut surtout pas toucher aux normes du consentement qui se fait par quelque chose de très implicite, quelque chose de corporel. On a souvent les gens répondent souvent en disant oui, dans ce cas-là, on va tout écrire sur un contrat, on va tout contractualiser, c'est plus possible, ça tue la séduction. Donc voilà, il y a quand même cette résistance-là très forte. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce concept de zone grise, parce que certes, il se diffuse, mais il n'est pas forcément encore connu de tous. Comment est-ce qu'on peut le définir ? Est-ce qu'il y aurait une définition de ce que ça signifie, la zone grise ? Alors, je pense que les personnes l'utilisent un peu comme elles le souhaitent. Oui, comme elles l'entendent. Ouais. Moi, en tout cas, dans le livre, je l'utilise comme étant une relation sexuelle qui a été acceptée ou proposée, donc légalement consentie, mais qui n'était pas désirée, mais qui n'était pas sous-tendue par un désir sexuel. Et vous avez mené dans le cadre de ce livre beaucoup d'entretiens avec des gens qui témoignent justement de l'existence de ces zones grises et de leur rapport au consentement quelque part. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une évolution dans la perception justement de ces rapports de pouvoir ? Est-ce qu'il y avait une prise de conscience de ces rapports de pouvoir ? Oui, dans les entretiens, il y avait des personnes qui se rendaient compte en fait que ça leur était arrivé aussi. J'ai eu quelques personnes qui me disaient non, moi j'ai jamais été confrontée à cela. Confrontée, ouais. Et en fait, au fur et à mesure de la manière dont je posais mes questions, donc notamment l'une des questions qui était est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'avoir été contraint ou contrainte à avoir une relation sexuelle ? Donc ça, les personnes me disaient non. Et par contre, quand je posais la question de est-ce que tu t'es déjà forcé toi-même. Là, par contre, les personnes disaient ah oui, c'est vrai que ça s'est arrivé et c'est pas quelque chose à laquelle je pensais parce que pour moi le consentement, pour moi c'est pas grave en fait de se contraindre. Et justement la question c'est pas de savoir si c'est grave ou pas. La question c'est de savoir pourquoi on va accepter ou proposer de faire du sexe et d'être conscient de ces mécanismes-là en fait. Et qu'est-ce qui fait que s'est installée justement cette idée selon laquelle c'était normal quelque part d'accepter des relations dont on n'a pas envie? L'une des réponses que je propose, moi, c'est vraiment en développant le concept d'hétéronormativité. On part du principe qu'il existe deux sexes, donc mâle et femelle, qui découlent sur deux genres, masculin-féminin, et que donc ces deux genres et ces deux sexes sont complémentaires. Donc c'est là où on invente le concept d'hétérosexualité. Au début dans un schéma purement reproductif, puis après on commence à parler d'hétérosexualité pour le plaisir. Et donc voilà, on est vraiment dans une pensée binaire et complémentaire de ces deux genres et de ces deux sexes-là. Et du coup, il y a un rapport d'actif-passif, l'actif est le masculin, le passif est le féminin. Et donc, on voit la sexualité, on apprend la sexualité selon ce modèle-là de complémentarité entre deux êtres. Le côté reproductif a mené à considérer que dans une conjugalité, il devait y avoir de la sexualité. Puis oui. Après, on a commencé à partir sur le fait que la sexualité, ça montre que la relation conjugale est saine, est bonne et qu'il y a de l'amour. Voilà. Après, on est basculé sur la sexualité comme preuve de l'amour. Oui. Et donc, il y a toute une construction hétéronormée de la sexualité qui est compliquée à remettre en question. Et ça s'imprègne dans tous les modèles, qu'ils soient hétérosexuels ou non. Il y a vraiment l'hétéronormativité là qui
qui imprègne le consentement. Elle n'est pas réservée aux relations hétérosexuelles. Pour le coup, ça c'est important de le dire. Je pense que ça reste quelque chose qui est difficile à appréhender, je pense, quand on s'intéresse à ça que d'assez loin. C'est que l'hétéronormativité, ça ne veut pas dire qu'on parle que des hétérosexuels en l'occurrence. Oui, ça a été une surprise pour moi aussi dans mon enquête de me rendre compte que en fait, dans les couples, notamment par exemple lesbiens, qui pour moi théoriquement étaient vraiment un modèle dans lequel il ne pouvait pas y avoir de violence, puisque les rapports de pouvoir n'existaient pas, puisque on était en présence de genres opprimés. Donc du coup, c'était vraiment un modèle théorique parfait. Et en fait, dans ces modèles-là, même de relations lesbiennes, on retrouvait ce truc du consentement hétéronormé où une personne se forçait. Et c'était plutôt pour le bien-être de la conjugalité. Petite parenthèse et petit instant promo au passage, si ces questions d'hétéronormativité vous intéressent, ça tombe bien, on a lancé chez Binge Audio un podcast sur le sujet il y a quelques semaines, ça s'appelle Camille, c'est évidemment excellent, je ne saurais que trop vous le conseiller. Voilà, fin de la parenthèse, retour à notre conversation avec Alexia Boucherie. Normalement, au collège et au lycée, on a 2 ou 3 séances par an d'éducation à la sexualité dans laquelle la question du consentement doit se poser. Et en fait, quand on s'aperçoit que les personnes qui interviennent dans ces modules-là traitent du consentement pareil que par rapport au viol, c'est-à-dire que on apprend aux enfants à dire il faut pas violer, mais on n'apprend pas non plus à dire autre chose que le consentement, c'est le contraire du viol en fait. Et il y a aussi le fait que le consentement est là aussi appris de manière hétéronormée, c'est-à-dire que aux petits garçons on va leur dire il faut que tu respectes le consentement des petites filles. Donc déjà, voilà, on reste dans un cadre très, très hétérosexuel. Et aux petites filles, on va leur dire, c'est ton corps t'appartient. Voilà, alors que il faudrait dire la même chose à tout le monde, quoi. Il faudrait arrêter là aussi de différencier les comportements selon des genres. Selon ce qu'on attend du genre, quoi. L'ouverture, on va dire, que propose le livre, c'est les outils à mettre en place pour avancer. C'est sans doute c'est l'étape d'après. Et évidemment, après avoir fait le constat qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est qu'il y a des choses à mettre en place. Quels outils, justement, on peut imaginer pour l'avenir, pour nos générations actuelles, pour les générations futures, pour que ce terme de consentement sorte, justement, de ce rapport binaire qu'on a décrit plusieurs fois? Alors, des outils, moi, j'ai pas de... J'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est ça. Je l'entends bien. À part faire péter les catégories de genre. Mais... c'est ça. Ça, c'est le grand objectif. On va dire. C'est ça. Non, je pense que vraiment le fait de rappeler constamment, indifféremment du genre, de dire que la sexualité n'est pas obligatoire. Arrêter avec cette idée que le sexe signifie qu'on est en bonne santé, arrêter de médicaliser la question de la sexualité aussi en disant que s'il n'y a pas de sexualité, c'est qu'il y a forcément quelque chose de pathologique ou quelque chose de dysfonctionnel. Relativiser un peu l'importance de la sexualité dans les quotidiens, ça peut être une piste. On parlait des entretiens que vous avez menés. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans les réponses ou dans les réactions que vous avez trouvées auprès des personnes que vous avez interrogées? Ouais, ce qui m'a surpris, c'est plutôt la réponse des hommes à cette question. Et finalement, en fait, c'est pas si surprenant que ça quand on y réfléchit. Mais au début, oui, c'est vraiment ça, de me dire que tous les hommes avec lesquels j'ai pu m'entretenir n'avaient pas du tout pensé à leur propre consentement, en fait. Dans les réponses, il y avait quelque chose de très genré, dans le sens où de suite en fait les hommes étaient vraiment dans une dynamique de dire est-ce que moi j'ai pu violer quelqu'un ou est-ce que moi j'ai pu enfreindre le consentement de quelqu'un. C'est ça. Alors que les questions au départ étaient pas du tout comme ça, et quand on inversait quand je posais des questions qui leur posaient la question de leur propre consentement à eux, là il y avait plus d'hésitation et surtout plus de rationalisation positive, c'est-à-dire que les femmes avaient plus tendance à dire oui, c'est vrai que j'ai été contrainte, tandis que les hommes avaient plus tendance à dire bon, effectivement, peut-être que là, j'avais pas trop envie, mais c'était pas non plus de la contrainte. Finalement, c'était plutôt chouette, en fait. Finalement, c'était plutôt cool. Notamment, il y a un garçon qui me racontait qu'il s'était réveillé à un moment donc d'une soirée très alcoolisée. Il s'était réveillé avec un ami homme à lui qui était en train de lui faire une fellation. Et donc, ça, l'interprétation qu'il en a fait, c'était qu'au début, il a été un peu surpris et que finalement, il s'est dit bon, c'est agréable, je profite de mon moment. Tandis que si ça avait été une femme qui me racontait ça, généralement, elle aurait eu plus tendance à dire voilà, j'ai été violée, en fait.
Et à la fois, c'est important de mettre le doigt sur le fait de dire que oui, dans 90% des cas, c'est l'homme qui agresse. Je crois que vous listez, c'est 58 000 cas contre 2000 cas si on fait la différence de chiffres. Mais je trouve ça quand même vraiment intéressant de voir à quel point, on a intériorisé le fait qu'en étant femme et en performant un genre féminin, on va plus avoir tendance à voir les questions de consentement comme étant est-ce que j'ai été la victime, et quand on performe un genre masculin, on va être plus du côté où là il faut que je fasse attention à ne pas agresser quelqu'un. Et c'est important aussi que évidemment que les hommes se posent cette question-là, mais je pense que c'est important aussi sur les questions du consentement quotidien que les femmes puissent aussi penser cette question-là de est-ce que moi j'ai jamais transgressé ou agressé quelqu'un finalement sur cette question du consentement. Finalement, cette question du consentement, c'est pas tant qu'il faut la révolutionner, qu'il faut l'élargir, la rendre plus complexe, faire accepter à la société qu'il est plus complexe que ce qu'on a pour l'instant donné à voir. C'est ça, et peut-être que maintenant, justement, de plus en plus de personnes vont avoir tendance à accepter le fait que oui, il y a des rapports de pouvoir genrés. Peut-être que maintenant qu'on a réussi à faire ça, à ancrer cette idée-là, peut-être qu'on peut un peu assouplir et penser à comment parler du consentement de manière moins genrée, et réfléchir à une forme de consentement individuel. C'est des questions que je me pose dans mon travail actuel là, et de comment faire pour ne pas lâcher cette dimension-là des rapports de pouvoir et en même temps pouvoir penser la question du consentement sous d'autres angles en fait, que strictement cette domination masculine sur les femmes. J'ai une question à laquelle vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais qui nous intéresse, nous, souvent, parce qu'on se pose souvent la question, je raconte un peu la vie de Binge Audio, mais de comment, en gros, de développer un peu un arsenal intellectuel pour répondre aux arguments qu'on nous sort quand on essaye d'amener ces sujets sur la table. Notamment, par exemple, on l'a évoqué, le fait que quand on essaye de parler du consentement, très rapidement, il va y avoir quelqu'un pour dire « Oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez ? C'est qu'on signe tout sur une application pour dire « Oui, je suis d'accord, je consens », et que du coup, qu'on tue la séduction, le mythe de l'amour à la française. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'argument ? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais j'en profite pour augmenter notre boîte à outils collective. Je ne sais pas si on peut répondre vraiment à ça, parce que les personnes qui disent ça, généralement, sont convaincues. Je pense qu'elles attendent même pas forcément de réponse, en fait. Elles sont convaincues de cet argument-là. Par contre, moi, je sais on me pose souvent la question par rapport à la critique que je peux faire des corps consentants, de se baser juste sur la dynamique des corps pour dire, on a envie ou on n'a pas envie. Et il y a des personnes qui disent, mais en fait, le consentement, c'est naturel. Le désir, c'est naturel et on l'interprète parce qu'il y a des signes physiques du consentement, quelque part. Parce qu'il y a des signes physiques et que, en fait, comme si il existerait un langage que entre corps et où on est ramené juste à des corps qui, par les hormones, par je ne sais quoi, comprennent que l'autre a un désir sexuel. Et en fait, juste cette question-là, de ramener à quelque chose de construit, en fait, en montrant que la sexualité n'a cessé d'être prise dans des pratiques sociales et qu'elle est sans cesse réinventée et qu'on est toujours en train de réinventer pour plus de plaisir, pour plus de choses. Pourquoi pas réinventer le consentement pour plus d'assurance que la personne en face de nous a autant envie que nous. Et voilà, je pense que une réponse, ça peut être de dire, mais en fait, on est toujours en train d'améliorer sans cesse les choses, donc pourquoi ne pas toucher à la question du consentement pour l'améliorer et pour arriver à quelque chose de bien plus chouette que de constamment violer ou de contraindre des personnes, quoi. Et pour renforcer votre arsenal de défense anti-patriarcale de manière générale, deuxième instant promo, abonnez-vous évidemment aux couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Je suis sûr que c'est déjà fait, mais dans le doute, je le redis. Et par ailleurs, pour entendre concrètement ce que peut donner notre rapport encore très bancal au consentement, je vous conseille l'un des tout derniers épisodes du podcast Transmission qui s'appelle Tout de suite les grands mots. C'est assez éclairant. Merci à Alexia Boucherie pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.